Nous allons démontrer ici une réaction d'oxydation très rapide et très vive qui est celle entre l'éthanol C2H5OH et l'oxyde de chrome CrO3, mais l'oxyde de chrome ou le chrome est au degré d'oxydation 6. On l'appelle plus souvent anhydride chromique, CrO3 donc. C'est une poudre de couleur violette, mais lorsqu'elle est écrasée, elle prend une teinte un peu rouge. Et pour que la réaction soit vive, il vaut mieux que la poudre ait été broyée dans un mortier. J'ai apporté à cet effet un mortier ici. Nous allons l'utiliser pour, dans un premier temps, broyer cette poudre. Voilà. Alors je prélève avec une spatule un peu de cet oxyde de chrome. Que voilà. Et je vais le broyer dans ce mortier. On voit peut-être la couleur originelle qui est violette. Si je le broie, il prend une teinte un peu plus rouge. Voilà. On va recueillir la poudre broyée en frottant au fond du mortier avec une spatule. Attention de ne pas faire n'importe quoi avec cette poudre qui est cancérigène. Donc, attention avec le matériel que nous avons utilisé pour le faire. Par exemple, le pilon du mortier ne doit pas être jeté n'importe où. Voilà. Je vais prendre maintenant pour effectuer la réaction un petit bécher qui est là, dans lequel je vais mettre la poudre broyée d'oxyde de chrome. La poudre broyée est là, elle est rouge. J'en prélève un peu. Dans un tout petit bécher. Que voilà. Je vais mettre ce petit bécher dans un grand. C'est uniquement à titre de précaution. On pourrait le faire sans ça. Mais l'introduction d'une goutte d'alcool sur l'oxyde de chrome produit une réaction qui est assez vive et qui risque de projeter de l'oxyde de chrome dans les alentours. Ce qu'il faut éviter. Pour éviter la chose, on met donc le petit bécher dans le grand dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, on met aussi un couvercle en carton, mis dans un trou, par où je vais faire entrer l'alcool qui va tomber sur l'oxyde de chrome. Voilà. Alors, l'éthanol, alcool C2H5OH, vient de ce petit flacon. Je vais en prélever un peu avec cette seringue. Comme ça. C'est une toute petite seringue d'1 millilitre. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Voilà. Je vais faire tomber maintenant un peu de l'alcool de cette seringue directement sur l'oxyde de chrome. Et comme on voit, la réaction est vive, elle dégage assez de chaleur et assez de lumière pour enflammer l'alcool. Et on voit, il se forme une poudre verte qui est l'oxyde de chrome 3, Cr2O3 qui s'est formé au dépend de l'oxyde de chrome 6. Je peux remettre un peu d'alcool s'il reste de l'anhydride chromique, CrO3. C'est le cas. Mais la réaction diminue l'intensité, comme vous avez vu, l'alcool se met à brûler au contact de la matière chaude. Le bécher est devenu bien chaud maintenant. L'alcool s'est oxydé
en acétaldéhyde d'abord, puis en acide acétique, puis en partie à brûler pour former du gaz carbonique et de l'eau. Voilà, avant de terminer l'opération, il faut prendre garde au fait que on ne peut pas jeter la matière formée dans n'importe quelle condition directement à l'évier. Il reste encore de l'oxyde de chrome CrO3 qui n'a pas brûlé, peut-être, mais il y a une bonne partie de cet oxyde de chrome qui s'est transformé en oxyde de chrome 3, vert, qui va peu à peu se déposer à l'intérieur du bocal. Quand la poussière se sera déposée, on introduira de l'eau pour noyer le tout, dissoudre l'oxyde de chrome, les deux oxydes de chrome du reste, le premier CrO3 rouge qui a réagi et le deuxième CR2O3 qui est vert, qui lui n'est pas dangereux, qui est inoffensif. La solution qu'on obtiendra contient les deux oxydes de chrome. Elle peut être jetée pour autant qu'on ait pris la précaution de détruire l'oxyde de chrome CrO3, l'anhydride chromique, à l'aide de bisulfite de sodium qui transformera l'ensemble de tout le chrome en chrome 3+. En récupérant le couvercle qui recouvrait le gros bécher, ce que j'ai ici, on voit très bien que la partie intérieure de ce couvercle est recouverte d'une poudre verte. C'est l'oxyde de chrome Cr2O3 qui s'est formé à l'issue de la transformation, qui a été projeté en l'air et qui s'est déposé sur le dit couvercle autour du trou par lequel j'ai introduit la goutte d'alcool. Voilà, nous allons montrer ici l'électrolyse de l'eau, qui est une réaction très connue, très souvent effectuée, mais la plupart du temps en classe, on se borne à montrer qu'il se forme de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre, sans chercher à savoir exactement ce qui se passe en solution. Ici, j'aimerais montrer ce qu'il en est. Les deux à la fois, montrer le dégagement de gaz d'un côté à chaque électrode et l'évolution de la situation dans l'eau. Dans l'eau, vous savez, on est obligé de mettre un électrolyte pour que l'électrolyse puisse se faire, bien que l'électrolyte ne soit pas transformé. C'est du reste l'un des buts de cette manipulation, de montrer que l'électrolyte ne sera pas transformé à la fin. Pour ce faire, je vais prendre un électrolyte qui est le sulfate de sodium de ce flacon et on va en dissoudre un peu dans l'eau, en prendre un peu ainsi dans cet échantillon, dans ce tube qui contient de l'eau. Normalement, on devrait prendre, pour faire des opérations chimiques, on devrait prendre de l'eau distillée. Ici, j'ai pris de l'eau du robinet, aussi étrange que ça paraisse, parce que l'eau du robinet a l'avantage d'être un peu calcaire, c'est-à-dire un petit peu basique. Et l'eau distillée est légèrement acide, ce qui fait que si je veux vérifier le degré d'acidité de l'eau avant et après électrolyse, il faut que je puisse être sûr qu'au départ, la solution soit neutre, c'est-à-dire réagisse en vert au bromothymol. Le bromothymol qui est un indicateur présent dans ce petit flacon, jaune en milieu acide et bleu en milieu basique. On va voir que la solution est verte, elle doit être verte. Ça devrait être le cas. On peut le prouver ainsi en mettant un peu de bromothymol à l'intérieur et en agitant. Voilà, la solution est verte. C'est important de le montrer et c'est difficile de le faire autrement que par le biais du carbonate de calcium dissous dans l'eau, du bicarbonate de calcium dissous dans l'eau. Alors, je vais verser maintenant cette solution d'eau et de sulfate de sodium avec un petit peu de calcaire qui est neutre, qui est verte au bromothymol, dans ce récipient qui est un cristallisoire dans lequel on va faire l'électrolyse. Pour faire l'électrolyse, il faut 2 électrodes.
Les électrodes que j'ai prises ici sont des électrodes de charbon, qui sont ces petits bâtonnets que je tiens entre les mains et qu'on récupère en démontant des piles sèches, des piles zinc manganèse hors d'usage. L'intérieur est toujours constitué d'un de ces petits bâtonnets que je fixe ici avec une pince crocodile et que je vais maintenir dans la solution avec simplement, comme vous voyez, une pincette en bois, une pince à linge. Maintenant, on est prêt à faire l'électrolyse. L'électrolyse va se faire à l'aide de ce générateur qui envoie des électrons depuis le pôle négatif à travers l'ampèremètre, puis à travers la solution. Les électrons reviendront au générateur par le dernier fil rouge ici. Pour l'instant, nous n'avons pas de courant parce que l'appareil n'est pas enclenché. Je vais le mettre sous tension. Et voilà. L'électrolyse peut commencer. On a un courant que je vais régler à une valeur qui n'est pas très importante. Ici, 0,2 ampères. Toute valeur entre 0,1 et 0,5 convient pour cette opération. Voilà, on devrait voir depuis dessus maintenant apparaître une zone acide jaune d'un côté puis une zone bleue de l'autre et un dégagement de gaz des deux côtés. On voit apparaître une zone bleue du côté où les électrons arrivent au pôle négatif et une zone jaune du côté où les électrons repartent, c'est-à-dire au pôle positif. C'est la formation d'un acide d'un côté et d'une base de l'autre. Mais on voit également qu'il se forment des bulles de gaz des deux côtés, des bulles d'hydrogène sur le pôle négatif et des bulles d'oxygène sur l'autre. Et bien entendu, il y a davantage de bulles d'hydrogène d'un côté que d'oxygène de l'autre. Voilà, on charge aux élèves maintenant d'expliquer la chimie qui se produit dans cette solution. On peut arrêter l'électrolyse ici ou la continuer. L'important est de voir ces deux zones. Il s'agit pour les élèves d'écrire la chimie, les équations chimiques qui se passent à chaque électrode. Et ce n'est pas très facile. Au 19e siècle, on pensait que Na+, le ion sodium, se déchargeait au pôle négatif et formait du sodium qui réagissait avec l'eau pour former de l'hydrogène. Et on croyait de l'autre côté que SO4 se déchargeait sur le pôle positif, le ion SO4 se déchargeait pour former SO4 qui réagissait avec l'eau pour former de l'hydrogène et de l'oxygène et en libérant aussi de l'acide sulfurique en solution. C'est pas ce qui se passe, c'est l'eau qui dans les deux cas réagit. L'eau ici se décompose, reçoit les électrons et forme des ions OH- et de l'hydrogène. De ce côté-là, l'eau réagit, donne des électrons et forme des ions H+, ou H3O+, et de l'oxygène. Les équations ne sont pas très difficiles, mais elles sont différentes, et ce n'est pas, comme le disent encore certains maîtres, ce n'est pas du sodium qui s'est formé ici, et SO4 qui s'est déchargé là. On peut le prouver par l'étude des tensions. Les tensions ne dépendent pas de la nature de la solution et du composé dissous. Voilà, ici nous allons montrer l'électrolyse de l'étain à partir de chlorure d'étain. Le chlorure d'étain SnCl2 est une substance qui n'est pas très facile à manipuler parce qu'elle est soluble dans l'eau, c'est vrai, mais elle s'hydrolyse dans l'eau, elle se décompose donc d'une part, puis d'autre part, elle s'oxyde relativement vite à l'air. Elle est donc d'une manutention pas très facile, elle s'oxyde en SnOCl2 qui est un sel d'étain au degré d'oxydation plus 4. Ici, pour être sûr d'avoir du chlorure d'étain au degré d'oxydation plus 2, SnCl2, je l'ai fabriqué peu de temps avant l'expérience en prenant de l'étain. L'étain est un métal qui se vend sous forme de petits granules brillants qui a dans ce petit flacon en toute petite quantité. J'en ai disposé un peu dans un tube
qui est celui que je tiens en main, où j'ai mis de l'acide chlorhydrique concentré à l'intérieur. L'acide chlorhydrique attaque l'étain pour faire du chlorure d'étain SNCl2 en dégageant un petit peu de gaz hydrogène H2. J'ai donc maintenant dans cette solution un reste d'acide chlorhydrique, mais du chlorure d'étain, et c'est celui qui nous intéresse. Je vais l'électrolyser. Pour l'électrolyser, je prends ce bac qui contient pour l'instant un peu d'eau, mais il faut 2 électrodes. Ces électrodes, c'est des électrodes de charbon tout simplement obtenues par récupération à partir de vieilles piles aux zinc manganèse. Quand vous les démontez, on trouve au centre des bâtons de charbon qui sont comme ceux que je tiens en main ici. On peut les pincer par une pince crocodile, comme celle que j'ai en main, ainsi, qui prolonge donc la pince, et les mettre à l'intérieur d'un bac qui est un cristallisoire ici, tenu par une simple pincette en bois. Voilà, si on les met les plus loin possible l'un de l'autre, ils trempent les deux maintenant dans la solution. Cette solution contient de l'eau et seulement de l'eau pour l'instant. Je vais y verser cette solution de chlorure d'étain et d'un peu d'acide. Voilà. Voilà qui est fait. Et je peux commencer l'électrolyse. Il faut faire passer un courant qui est produit par ce générateur. Lequel générateur envoie du courant à travers une résistance, puis un ampèremètre, puis à travers le bac, et ensuite le courant revient au générateur. Le courant n'est pas encore enclenché, il faut régler pour qu'il y ait à peu près 100 mA. C'est une... on commence par un plus petit courant. Là, il y a un courant qui est de l'ordre de 100 mA. On devrait voir apparaître un peu d'étain sur l'électrode négative, l'électrode rouge. On voit apparaître des petites pointes qui se développent donc correctement de l'étain, et c'est très bien, c'est exactement ce qu'il fallait voir. C'est maintenant préférable de voir depuis dessus, parce que de côté, la vision est moins bonne. On voit apparaître depuis le pôle négatif qui est la cathode, un dépôt de métal éteint qui a un aspect argenté. Voilà, quand l'efflorescence, quand les cristaux d'étain sont sur le point d'atteindre l'autre électrode, ils ont envahi pratiquement tout le récipient. Il faut éviter que les cristaux d'étain se déposent, ou en tout cas touchent l'autre électrode. Si c'est le cas, ça ferait court-circuit. Alors pour éviter que ça se produise, on les tire de côté, simplement à la main. Ces cristaux sont assez faciles à déplacer, comme ça. Voilà. L'opération peut s'arrêter. On peut attendre bien sûr que tout l'étain soit électrolysé, mais la suite peut être menée à partir de maintenant. Je vais maintenant arrêter l'opération tout simplement en éliminant la jonction au générateur. Et c'est le cas maintenant. Le générateur n'est plus relié. Par contre, je vais relier les deux mêmes fils qui étaient sur le générateur dans un ampèremètre. Voilà. Il passe un très petit courant de quelques milliampères qui dure le temps de faire l'opération, c'est-à-dire quelques secondes, peut-être un maximum d'une minute. L'ensemble se comporte comme une pile maintenant. On est absolument hors circuit d'alimentation. L'étain et le chlore qui s'est dégagé sur l'autre électrode se comporte maintenant comme une pile qui débite du courant dans le circuit, un petit courant qui ne dure pas très longtemps parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'étain, mais le chlore qui s'est dégagé à l'autre électrode
c'est dégagé dans l'air ambiant en partie, et puis en partie c'est dissous pour former du chlorure d'étain SN4+. Donc la pile, oui, débite du courant, mais pas bien longtemps. C'est juste, en principe, on voit que l'opération marche en sens inverse. Sur l'électrode sur lequel s'était dégagé l'étain, maintenant l'étain se redissout, forme des électrons, produit des électrons qui sont captés par l'autre électrode, par le chlore à l'autre électrode. C'est exactement la chimie inverse de ce qui s'est passé pendant l'électrolyse. Voilà, maintenant nous allons récupérer le métal éteint qui est déposé sous forme de plaquettes, de filaments au fond du cristallisoire. Ainsi, nous sommes hors courant bien sûr. Alors, il y en a assez pour qu'on puisse le récupérer, simplement avec une pince. Là, je le pince et je le sors et je le récupère sur une feuille de papier. On le presse pour éliminer l'eau, le liquide qui s'y trouve aussi, et on obtient de l'étain métallique qui ne contient plus que de l'étain si on a bien travaillé. Voilà. Et pour montrer que c'est le même étain qu'au départ, je vais prendre un petit tube de verre, comme j'en ai un là, vraiment petit, et entre les mains, j'introduis le petit résidu d'étain qui se trouve maintenant au fond du tube. Si je prends maintenant une pince en bois pour tenir le petit tube contenant le reste d'étain, je vais montrer que c'est bien de l'étain en le faisant au fond. L'étain est un métal qui fond à basse température. Voilà, avec de gaz allumé. Si je mets le tube avec le reste d'étain au fond, si je le mets dans la flamme, au bout de peu de temps il fond. C'est le cas maintenant. Là. Et pour montrer qu'il est bien fondu, je le projette sur la table. Et voilà, on obtient ici un petit globule qui est exactement le même globule que j'ai pris ici initialement dans mon petit flacon. J'ai récupéré le même étain qu'au départ. Voilà, ici nous allons montrer un phénomène d'électrolyse, l'électrolyse de l'or. L'or est un métal qui est attaqué par le chlore, le brome et différents agents oxydants comme l'eau régale, qui se transforme alors en chlorure d'or, soluble dans l'eau et de couleur rose. On peut électrolyser cette solution et récupérer l'or qui se déposerait alors sur la cathode. Ça irait très bien. Mais la plupart du temps, quand on fait cette opération, on aimerait obtenir de l'or qui fasse une couche de dorure qui soit brillante. Et pour qu'elle soit brillante, il faut que la solution soit le plus diluée possible, c'est-à-dire que la présence des ions d'or en solution, AU3+, soit la plus faible possible. Pour qu'elle soit la plus faible possible, un des moyens simples, c'est de complexer le ion or, ici par les DTA. Il existe d'autres complexes possibles. J'ai préparé ici donc une solution de dorure qui est dans cette bouteille initialement et que j'ai déposée dans ce bécher. C'est une solution donc de ion or plus complexé à l'EDTA que je vais électrolyser. Pour électrolyser, j'ai besoin d'une anode et d'une cathode. L'anode est un treillis en platine qui n'est pas à la portée de n'importe quel expérimentateur parce que le platine, comme vous le savez, est très coûteux. L'anode, c'est la plaque sur laquelle se dépose le chlore
elle va oxyder l'EDT en solution, donc il ne sortira pas de chlore de la solution. La cathode sera une clé. J'aimerais faire une dorure de clé. Je vais prendre à cet effet une clé, la plus simple possible, une clé nickelée si possible, pas une clé en aluminium. J'en ai suspendu une déjà à l'intérieur de ce dispositif. Elle est prête à se faire dorer. Elle est suspendue à un petit crochet qui est relié par ce fil à l'alimentation, donc au pôle négatif, à la cathode. L'autre électrode, qui est donc le treillis de platine, est relié par ce fil d'abord à 1 ampèremètre, puis à une résistance réglable pour régler le courant, et ensuite à l'autre extrémité de l'alimentation. À l'heure actuelle, l'installation n'est pas en train de fonctionner, il n'y a pas de courant. Je vais tout d'abord tremper la solution, la clé dans la solution, donc surélever le bécher qui contient la solution d'or, ainsi. Puis on enclenche le courant. Le courant devrait être comme ordre de grandeur d'à peu près 60-70 mA. Comme je l'ai réglé ici, il s'établit momentanément à cette valeur. Ça n'est pas très critique. Il faut que ce soit inférieur à 100 et puis quand même significatif pour que l'électrolyse ne dure pas très longtemps, trop longtemps. Voilà, il se stabilise aux alentours de 60-70 mA, c'est très bien. Reste plus qu'à attendre. Maintenant, l'or est en train de se déposer sur la clé. Et reste plus qu'à attendre. L'expérience montre qu'au bout de 7 minutes, la couche d'or est assez fine pour être visible et pour ne pas gêner les mouvements de la clé que l'on l'utilisera plus tard pour ouvrir une serrure. Voilà, 7 minutes se sont passées. Nous pouvons interrompre l'opération en coupant tout d'abord le courant. Voilà. Ensuite, nous allons voir si la clé est bien dorée en descendant le bécher qui contient la solution. Voilà. On distingue mal la clé, il faut descendre le treillis de platine et quand c'est fait, on peut voir que la clé est effectivement dorée. Je la tourne sur elle-même pour qu'on voie bien de quoi il retourne et on peut par contraste voir une clé non dorée ici, l'effet que la dorure produit. Voilà, ici, j'aimerais montrer que l'élévation de température correspond à une augmentation du mouvement des molécules. Dans l'eau chaude, les molécules d'eau sont très agitées, dans l'eau froide, elles le sont très peu. J'aimerais montrer une conséquence de cette agitation thermique, c'est le fait que dans l'eau chaude, dont j'ai ici un peu au-dessus de ce bec Bunsen, que l'on éteint, voilà. Je vais montrer que cette eau chaude est susceptible de faire bouillir des fragments de matière dont le point d'ébullition est inférieur à 100 degrés. C'est le cas du camphre. Le camphre est une matière naturelle qui sent agréable, qui a une odeur agréable. Et si on en prend quelques petits fragments, à l'aide de cette spatule par exemple, eh bien, et qu'on les verse au-dessus de ce flacon plein d'eau chaude, ainsi, il se forme des petits grains qui tournoient à la surface de l'eau, parce que dès qu'ils touchent l'eau, ils s'évaporent. Et ce mouvement crée une espèce d'agitation, les petits morceaux basculent les uns sur les autres, ça crée une agitation au-dessus de l'eau.
Voilà, ici nous allons montrer une opération toute simple que beaucoup de gens connaissent, celle de la sublimation du iode. Pour ce faire, je prends du iode, bien sûr, qui est présent dans ce flacon, qui est un solide noir, mais deux tubes, j'ai utilisé deux tubes de verre que j'ai entre les mains, dont l'un entre exactement à l'intérieur, le plus petit entre exactement à l'intérieur du plus grand. Si je mets un peu d'iode dans le plus grand, iode I2, en le prenant avec une petite spatule, une très petite quantité, comme ça. J'aimerais montrer que le iode, lorsqu'on le chauffe, passe directement à l'état gazeux, forme une vapeur violette qui se condense en sublimant contre le tube intérieur, c'est-à-dire dans ce tube dans lequel je suis en train de mettre de l'eau qui servira uniquement de moyen de réfrigération, de refroidissement. Voilà, si je chauffe maintenant l'iode, voilà. Si je chauffe maintenant le tube dans la partie, on voit aussitôt une sorte de vapeur violette qui se forme. L'ensemble prend une teinte très foncée, on ne voit plus quoi, il semble qu'on ne voit plus rien à l'intérieur du tube, mais le iode sublime et se dépose à l'intérieur sur le tube plein d'eau. Le iode sublime. Au bout de très peu de temps, il ne reste rien au fond. L'ensemble du iode a passé sous forme vapeur et s'est sublimé sous forme solide sur le tube refroidi. On voit déjà maintenant que la couleur à l'intérieur pâlit, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'iode, plus rien. L'ensemble du iode est maintenant déposé sur la partie extérieure, inférieure mais extérieure, du tube rempli d'eau. Voilà, il a sublimé, on le trouve là-dessus. On peut l'extraire si on veut. Il suffit de le sortir et on voit que le tube intérieur est recouvert dans la partie terminale, en dessous, de quantité de petits cristaux d'iode qui brillent. Voilà, il reste à montrer que l'eau froide est animée de mouvements, à des molécules qui sont animées d'un mouvement faible, et l'eau chaude est formée de molécules qui sont en mouvement rapide. Pour ça, on ne peut pas le voir, leur mouvement, mais on peut voir ce qui se passe quand on laisse tomber des gouttes d'encre. J'ai ici de l'encre bleue. Si j'en prends un petit peu, à l'aide d'une seringue, comme ça, et que j'en verse dans l'eau froide et dans l'eau chaude, on voit la différence. L'encre est formée d'une solution aqueuse, c'est de l'eau qui contient un colorant bleu, lequel est un peu plus lourd que l'eau, donc il traverse. Mais il traverse de manière différente dans l'eau froide et dans l'eau chaude. Vous allez le voir, je laisse tomber quelques gouttes dans l'eau froide et dans l'eau chaude. Voilà, dans l'eau froide, il se forme des sortes de volutes. Le trajet des gouttes d'encre est quasi figé, tandis que dans l'eau chaude, il est très très rapidement. Le trajet de l'eau chaude, de l'encre, de la goutte d'encre dans l'eau chaude, est très rapidement dispersé. La solution devient homogène en quelques secondes. Alors que dans l'eau froide, on distingue les volutes que forme le trajet de l'encre pendant très longtemps. Elles ont l'air figées, comme si elles n'étaient pas dans de l'eau, mais dans quelque chose de solide.
Ici, j'aimerais montrer la manière artisanale de faire du savon. Le savon, c'est un mélange de substances qui ressemblent au stéarate de sodium qu'on obtient à partir des huiles végétales par saponification avec de la soude caustique ou hydroxyde de sodium. Pour vous montrer comment on le fait, je vais prendre un peu de soude caustique qui vient de ce flacon. Voilà, quelques grains. La soude caustique est formée d'une matière qui est livrée en petits grains blancs. Si j'ajoute de l'eau, très peu d'eau, j'en mets juste de quoi recouvrir la soude. La soude caustique va se dissoudre dans la petite quantité d'eau que j'ai introduite. Et ça prend quelques secondes. C'est pas instantané, mais la solution sera extrêmement concentrée. Quand c'est fait, je vais rajouter de l'huile. L'huile de colza va très bien, n'importe quelle huile végétale va très bien. L'huile d'arachide aussi, l'huile d'olive, mais ici j'ai de l'huile de colza, alors je vais l'utiliser. On en rajoute à peu près, grosso modo, le double du volume de la soude, de la solution de soude de tout à l'heure. Voilà, normalement, dans l'industrie, c'est ainsi qu'on procède. On a deux phases, une phase de soude et une phase d'huile qui ne sont pas miscibles. Normalement, l'une réagit sur l'autre et forme du savon, mais le contact n'est pas bon, la réaction ne se passe que à la séparation des phases. Dans l'industrie, on agite le tout pendant longtemps, pendant toute une nuit, et avec le temps, l'huile réagit avec la soude et forme du savon. Mais ici, on n'a pas le temps, on va le faire de manière à gagner du temps. Et comment faire? Je vais prendre de l'alcool, l'éthanol. Et si je rajoute un peu d'éthanol dans ce mélange, l'éthanol étant plus léger, va flotter au-dessus de l'huile. Voilà un peu d'alcool. On a un système à 3 phases. L'alcool au-dessus, l'huile ensuite, et puis la soude dessous. Pourquoi j'ai mis de l'alcool? C'est parce que l'alcool se mélange facilement à l'huile qui est ici et à l'eau qui est en dessous, à la solution de soude caustique dans l'eau. Et comme elle se mélange facilement, le contact entre l'huile qui est à la phase du milieu et la soude qui est en bas sera beaucoup meilleur qu'il l'est maintenant. Ce qui fait que la réaction va se produire très rapidement. On va mélanger le tout comme ça, très rapidement. Et on voit que la réaction s'est produite et maintenant j'ai obtenu une transformation très très rapide. L'ensemble est solide. Il y a du savon. Mon tube est entièrement rempli de savon. La réaction chimique s'est produite, voyez, en quelques secondes. Et il n'y a plus ni huile, ni soude caustique. Il y a encore de l'alcool, mais il y a du savon. Le problème, c'est de faire sortir ce savon de ce tube-là. Alors, la façon la plus simple pour le faire, c'est de chauffer, parce qu'en chauffant, on fait bouillir l'alcool qui va pousser le tampon de savon qui est à l'intérieur hors de ce tube. Alors, pour ce faire, je vais enflammer ici mon tube, et puis je vais faire chauffer seulement le fond, et l'alcool bourra, si tout va bien, et poussera le petit morceau de savon à l'extérieur. C'est ce qui est en train de se produire. Voilà, le tampon de l'alcool bout pousse le tampon de savon à l'extérieur. Et je récupère, si tout va bien, tout n'est pas sorti. Voilà. Un tampon de savon. On peut le mouler. C'est une savonnette.
Voilà. C'est du savon de Marseille qui mousse dans l'eau, qui lave les mains, qui contient peut-être trop de soude caustique, parce que je n'ai pas calculé la quantité que j'ai mis. Mais c'est un échantillon de savon, le plus simple et le plus ancien type de savon possible. Voici maintenant un phénomène extrêmement simple, curieux, dont je ne suis pas sûr de l'explication. Il s'agit d'une simple bougie qui a été collée au fond d'un grand récipient en verre, vide, qui contient à peu près 2 litres, et qui, comme vous voyez, brûle sans difficulté. On peut la laisser ainsi, elle brûlera tant que la bougie a encore de la cire à disposition. Ce qui est curieux, c'est quand je la déplace vers le haut, de côté, vite, en haut, en bas, dans tous les sens, la flamme se maintient. Pas de problème. Par contre, si je la lâche et que je la retiens, elle s'éteint. Vous allez voir. Elle s'est éteinte, et je ne sais pas pourquoi. Ce qui est curieux, c'est que le flacon est ouvert, et qu'on pourrait imaginer quelques courants d'air curieux qui fassent éteindre la bougie. Mais ce n'est pas ça. La preuve, je vais refaire l'essai avec un flacon où j'ai trouvé un couvercle, celui-ci manque, un petit flacon qui contient une bougie identique. Cette fois-ci, je la ferme avec un couvercle. Évidemment qu'au bout de 5 ou 10 minutes, elle va s'éteindre, faute d'oxygène pour maintenir la flamme. Mais si je ferme et que je fais le même essai que tout à l'heure, très rapidement, ce n'est pas ça qui va éteindre la flamme. Allons-y, je ferme, je la tiens en position élevée et je la lâche. Elle s'éteint. Ah non, elle n'est pas éteinte. Je recommence. Il faut le faire sur une bonne distance. Tac. Voilà, elle s'éteint. Si quelqu'un a une explication, je serais content de la connaître. La seule explication que je puisse imaginer, c'est qu'il n'y a plus de gravitation à l'intérieur quand la bouteille est en chute. Ni haut ni bas, la flamme ne sachant plus où est le haut et où est le bas, s'éteint. Je ne sais pas si c'est la bonne solution ou la bonne réponse à cette question. Nous allons démontrer maintenant une réaction de formation de précipités en phase aqueuse entre deux substances, l'une le nitrate de plomb PbNO3,2 et l'autre le iodure de potassium Ki. Ces deux substances se dissolvent dans l'eau, forment des ions dont le seul qui est important ici c'est l'ion Pb2+, et l'ion I- issu de Ki. Si je réalise l'opération dans cette cuve contenant un peu d'eau au fond, on pourrait montrer la réaction non pas en mélangeant les deux liquides, mais en préparant les deux solutions et en laissant à la nature le soin de les mélanger. Pour ce faire, je vais déposer un peu de nitrate de plomb solide dans un bord de cette cuve. Je vais déposer un peu d'iodure de potassium à l'opposé, diamétralement opposé, dans cette cuve. C'est aussi un produit solide. Les deux vont se dissoudre progressivement et former une solution qui va petit à petit envahir le liquide. Au point de rencontre des deux solutions, la réaction de précipitation va se former et il va se former du iodure de plomb, PbI2 jaune, qui va se produire à la jonction des deux zones, l'une celle de plomb et l'autre celle du Ki.
Nous allons donc prendre un peu de nitrate de plomb, PbNO3 deux fois, avec une spatule, et le verser dans un bord comme ceci. Nous allons verser également une partie du contenu de ce flacon KI, comme ça, et attendre l'évolution du processus. Le iodure de potassium se dissout un peu plus vite que le nitrate de plomb. Il est probable que la zone réservée au iodure de potassium sera plus importante que celle occupée par le nitrate de plomb. Mais nous verrons. Voilà, il apparaît une première limite ici de iodure de plomb qui forme comme un liseré, comme un mur jaune qui a tendance à se répandre à travers le bocal et à s'étendre. Il apparaît un autre mur de l'autre côté, ici, qui vont sans doute se rejoindre au milieu dans un court instant. La zone de séparation, la zone occupée par l'iodure de potassium est plus importante que celle occupée par le nitrate de plomb. C'était prévisible. Voilà, les deux murs sont en train de se rejoindre. Et maintenant, il se forme une barrière complète qui définit exactement la zone occupée par l'un et par l'autre des produits. Le iodure de plomb qui s'est formé, jaune, est un produit insoluble, cristallin, qui définit la séparation, la limite de pénétration de l'un et de l'autre des liquides. Voilà, la réaction est terminée, enfin elle pourrait être continuée, mais on peut s'apercevoir aussi que si on mélange la solution en agitant le bocal, l'ensemble va devenir jaune, ce qu'on fait en agitant le bocal ainsi. Voilà, j'ai formé un dépôt continu, constant et complet de iodure de plomb. Qui forme un ensemble homogène. J'aimerais maintenant montrer que le précipité de iodure de plomb est un précipité singulier qui se forme à froid, mais qui est soluble à chaud. Si on fait bouillir la solution, on s'apercevra que le précipité se dissout. Je vais donc prélever un petit peu de ce précipité, ainsi, là, et en prélever un peu de l'eau dans une éprouvette. Je vais mettre la flamme en marche avant. Voilà. Si je prélève un peu de ce iodure de plomb qui est en suspension dans l'eau ici, là, et que je chauffe, on va s'apercevoir que à température proche de 100 degrés, quand l'eau bout, le précipité se redissout. Il est presque dissous. Voilà. Dans l'eau bouillante, non seulement le précipité a disparu, mais la couleur du précipité a disparu, ce qui veut dire que le iodure de plomb était jaune à l'état solide et pas à l'état dissous. On peut faire réapparaître le iodure de plomb en le mettant dans de l'eau, en le refroidissant. Ainsi, inutile de maintenir le chauffage.
Voilà, en refroidissant avec de l'eau, avec un bain extérieur d'eau froide, on accélère le refroidissement de la solution et le précipité va réapparaître quand le liquide sera froid. On voit apparaître une coloration jaunâtre, jaune. Voilà, on aperçoit des paillettes qui sont brillantes et qui ressemblent à des paillettes dorées. Rien à voir avec de l'or, bien sûr, mais la ressemblance extérieure est assez bonne parce que ces paillettes sont brillantes, brillantes comme des paillettes d'or.